Le prince et le vieillard, écrit et conté par Raffadam. Deuxième partie. Juan el Viejo était étendu sur la mousse. Il pouvait entendre l'écorce des arbres craquer sous l'effet du vent. Mais il avait du mal à ouvrir les yeux, encore lourd à cause de l'incantation et de son tour de volatilisation. Il y eut un craquement, plus étrange que les autres, une branche sans doute déjà au sol. Quelqu'un approchait. « Qui va là ?» dit-il à demi aveugle. « Je vous retourne la question, » rétorqua une vieille dame. « Juan el Viejo, je vis à la lisière du bois des pendus. » La vieille garda ses distances. Elle avait le don de voyance. Les plus valeureux s'aventuraient dans cette partie de la forêt pour solliciter ses services. Mais cela faisait des semaines qu'elle n'avait croisé personne. Juan se releva une main sur la tête. Ça tournait encore. Il alla s'asseoir sur un tronc mort. « Je suis Ermesinda, la diseuse de bonne aventure. Comment êtes-vous arrivé là ?»« Oh, c'est une longue histoire. Mais où suis-je d'abord ? Au fond des bois, à un jour de marche de chez vous. » Si loin j'étais. Ermesinda le regardait de biais, appuyé sur le bâton qui lui servait de canne. Elle essayait de lire en lui. L'image était floue, mais elle le devinait, une corde autour du cou, le prince près de lui, prêt à l'exécuter. Mais elle n'arrivait pas à en voir plus. Le vieillard était dur à lire en cet instant. « Vous ne seriez pas le vieillard qu'on dit d'être, celui qui a envoûté le prince Silo ?» Cette fois, il se releva pour de bon, réajusta sa toge et s'engagea dans un sentier. « Ah, je vois, vous fuyez vers le nord, vers les terres du prince Philippe el Grande, un prince qu'on dit digne d'être servi. » Il s'arrêta net. « Ah, je dois aller dans l'autre sens. »« Dans l'autre sens ? Que dites-vous ? Vous voulez retourner chez celui qui vous envoyait pendre ? J'ai besoin de savoir. Et puis, comment vous savez tout cela ? Vous étiez dans la foule ? J'ai lu en vous furtivement. Et j'ai vu. » Il la dévisagea. « Vous devez oublier ce prince et aller au nord. Là-bas, on saura user de vos services. J'ai soif, Ermesinda. Me donneriez-vous à boire ? Oh, je vous donnerai même à manger, en échange de votre mésaventure. Racontez-moi votre rencontre avec le jeune prince, en détail. » Il acquiesça de la tête et lui raconta tout en chemin. Elle ne l'interrompit pas, mais elle n'en pensait pas moins. Son mari, Feu Sergio, son amour de jeunesse, avait été victime de la cruauté du roi Ramiro, père du prince Silo, il y a de ça fort longtemps. Et pourtant un fond de haine ne l'avait jamais quitté. Après une grande haine, dit le proverbe, subsiste toujours une petite haine. « J'ai bon espoir qu'il changera, » dit Juan pour conclure son monologue. « J'ai un peu de lui en moi, et il a un peu de moi en lui. Il doute à présent. Vous savez, on bâtit des mondes meilleurs sur le doute. Sa fougue meurtrière est à présent étouffée, incertaine, hésitante. Sottise, tel père, tel fils. Ramiro le Cruel a légué à son fils sa tyrannie, et votre prince ne tardera pas à redevenir celui qu'il est, un despote. » Juan prit soin de ne pas contredire son amphitryon, et ils arrivèrent bientôt devant une clairière baignée dans la lumière. Il plissa les yeux, un peu endolori par son tour de magie, et finit par voir un potager et une maisonnette en bois. Elle s'apprêtait à ouvrir la porte, quand elle s'emporta. « Bon sang ! Vous n'auriez pas pu user de votre magie autrement ? Vous le teniez à votre merci, et vous n'avez fait que jouer au mentor. Votre espérance est vaine. Oh, je vois, vous avez été vous-même victime du prince, n'est-ce pas ? Non, mais c'est tout comme. Son père, Ramiro le Cruel, a fait décapiter mon mari pour avoir refusé de rejoindre les rangs des soldats. » Juan cherchait la bonne formule pour répondre, mais il n'y alla pas par 4 chemins. « Je comprends votre ressentiment, Ermesinda, mais la rancœur et la haine ne soigneront pas les peines passées. Le souvenir n'a fait que raviver la douleur et attiser le feu intérieur. Si vous aviez pu tuer le roi de vos propres mains, vous l'auriez déjà fait, n'est-ce pas ? Mais votre cœur est bon, et vous en êtes incapable. Alors vous devez pardonner. » Elle le regarda de ses yeux humides et délavés. Un rictus déforma son visage, puis elle éclata de rire, si fort qu'elle effraya le chat noir qui somnolait sur le rebord de la fenêtre. « Quelle est bonne celle-là !
Pardonnez! Je préfère encore vivre dans l'amertume et la rancœur que de pardonner un monstre. Un monstre qui sévit à l'heure où nous parlons. Elle ouvrit la porte et désigna un pichet sur la table en bois. Servez-vous et partez aussitôt. Vous êtes un idiot. Juan fit fi de l'insulte, porta la cruche à ses narines et eut un mouvement de recul. Bon, qu'avez-vous mis là-dedans? Tout ce que j'ai pu trouver. Assoiffé, il se résolut à boire. Jus de limace, bave de crapaud et quelques cendres récupérées dans la cheminée. Il garda le liquide entre ses joues bombées, puis déglutit en comprenant que la vieille plaisantait. Le breuvage était amer, mais il se laissait boire. Il la salua, fit apparaître un bouquet de fleurs entre ses doigts et le lui tendit. « Passez me voir à l'occasion, dit-il. Vous me trouverez près des pendus. » Hermesinda le regarda s'éloigner. Elle jeta le bouquet dans la corbeille en osier, prit son capuchon malodorant et le suivit, à bonne distance. Un peu plus tôt ce jour-là, le prince Silo écoutait à peine son père. Il scrutait toujours la forêt. Le capitaine revint au pas de course et dit « Aucune trace du mage, mon prince. »« Ne t'en fais pas, mon fils, » intervint Ramiro le Cruel. « Tu trouveras bien un autre malandrin à pendre, et tu auras tôt fait d'oublier ce vieillard. Allons rejoindre ta mère. » Il désigna une femme qui attendait près du carrosse, les bras croisés et le regard sévère. Elle leva les bras au ciel pour les exhorter à se presser. « Vous allez vous dépêcher à la fin !» s'écria-t-elle, jugeant que son fils marchait trop lentement. « Ah, que j'aime cette femme. Sans ta mère, je crois que je me serais adouci, mon fils. Et c'est la pire chose qui puisse nous arriver, nous adoucir. » Le prince Silo essayait de faire bonne figure, mais il était confus et irrité à la fois. Il avait l'impression de n'être pas totalement seul, de cohabiter à plusieurs dans un seul corps. D'un côté, il sentait la mollesse, qu'il espérait être un effet passager de sa réincarnation, mais il y avait toujours le despote enfoui. Il sentait un désir de vengeance, lointain mais présent, dirigé contre Juan et ses offenses impardonnables, mais pas seulement. Ce désir prenait aussi la forme d'une frustration. Il pouvait entendre sa mère le sermonner et la voix de son père devenait insupportable. « Hé, Silo !» dit son père en lui mettant une claque. Gentille, certes, mais une claque tout de même. « Je t'ai dit d'oublier cet homme. Nous avons affaire. »« Est-ce une façon de saluer ta mère ? On ne fait pas attendre la reine Berenguela de Castille. » Le prince Silo s'inclina pour dissimuler son visage crispé par les émotions contraires. Sa mère posa une main sur sa tête et dit « Allons, fils, redresse-toi fièrement et regarde-moi au fond des yeux. » Il obéit. Ramiro le Cruel était dans l'expectative. La reine plissait les yeux. Elle se doutait de quelque chose, l'instinct maternel. Elle détourna le regard vers la lisière. Les curieux s'étaient empressés de reprendre le travail des champs ou de rejoindre la ville. Le capitaine et ses soldats cherchaient encore des indices dans les bois, mais aucune trace de Juan el Viejo. Rien de rien. Peut-être devrais-je m'intéresser à cette histoire de près, pensa-t-elle. Je verrai ça plus tard. J'ai trouvé la femme qu'il te faut, dit-elle tout en adressant un sourire malicieux à son mari. La belle et candide princesse Blanca. Il est grand temps de se marier et d'engendrer, mon fils. Ramiro le Cruel posa une main sur l'épaule de son fils. Avec ce mariage, tu scelles l'alliance avec le père de Blanca, le roi Alfonso II de Asturias. La reine-mère mit une tape violente sur le bras de son mari, complétée par un regard sévère. Sa femme devait être la seule sur ces terres à ne pas en avoir peur. Même le prince Silo en avait peur. Et bien que le prince désirait en cet instant le trône, il n'en restait pas moins le fils dévoué et docile qu'il avait toujours été. N'écoute pas ton père. Il pense déjà à sa prochaine campagne. Mais vous ne partirez pas en guerre sans cet allié. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord célébrer ce mariage, ce qui veut dire qu'il y a des préparatifs, ce qui veut dire que c'est moi qui dirige. Ramiro adorait que sa femme prenne le dessus. Ça l'excitait. Combien de fois n'avait-il pas épargné un homme parce que sa femme l'avait gracié? Une clémence toute relative, puisqu'étant jeune, elle n'avait pas hésité à faire enfermer les femmes trop jolies et trop proches du jeune roi. Quant aux amantes qu'elle prenait sur le fait, eh bien elle obligeait son mari à exécuter lui-même la sentence par décapitation.
Elle avait aussi pris l'habitude de cacher un flacon de poison sous sa robe, au cas où il faudrait empoisonner un opposant ou un indésirable. Le jeune Silo serrait fort sa ceinture en cuir. Il s'imaginait trancher la gorge de son père et faire enfermer sa mère. Et la simple idée d'y penser sérieusement le terrorisait. Le moins qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il avait une vie intérieure agitée. Ils remontèrent dans les carrosses et les fiacres, direction le château du prince Silo. Sur la grande place se trouvait Pérez, une flèche dans le crâne, assis contre le pilori, en train de pourrir à la vue de tous. Des rats s'étaient frayé un chemin entre deux bourrelets pour le dévorer de l'intérieur. On pouvait entendre leurs petits cris d'allégresse. Quant aux corbeaux, ils descendaient des tours ou des clochers, survolaient un peu le corps inerte, puis venaient picorer les parties tendres. Un œil, un bout de nez, un lobe d'oreille. Les mouches se chargeaient du reste. Et si les villageois s'en réjouirent un temps, plus personne ne passait par là désormais. Ramiro le Cruel passa un coude par la fenêtre et s'exclama « Par ma barbe !» Voilà une vision des plus réjouissantes, mon fils. Et moi qui te croyais être l'un de ces blendengues. Blendengue, que l'on peut traduire par mollasson, sans courage, sans virilité, bouffi de fierté. Il mit une tape sur la nuque de son fils, sûr que le jeune prince avait lui-même donné la sentence. « Garde !» dit la reine Berenguela. « Retirez le cadavre. Vous avez attiré la vermine. » Ramiro regarda sa femme rabat-joie, mais ne protesta pas. Ce n'était pas difficile de suivre Juan el Viejo. Il était d'ordinaire assez lent, et le tour de télétransportation, en partie raté vu où il avait atterri, n'avait fait que le fatiguer encore plus. Pourtant la vieille aurait juré l'avoir vu s'asseoir sur un tronc mort. Elle attendit cachée derrière un chêne large, puis passa une tête. Juan n'était plus là. Elle regarda autour, s'attendant à le voir surgir d'un instant à l'autre. Soudain, elle entendit des voix se rapprocher. « Halte !» cria un homme. « Vieillard, arrête-toi ou je tire !» Cette fois, elle le vit, les mains levées, le capuchon rabattu sur le visage, dos au soldat. L'un des soldats le prenait en joue avec son arbalète. Elle se colla un peu plus au tronc et se fit la plus discrète possible. « Ôte ton capuchon et n'essaye pas de nous ensorceler. La flèche partira avant même que tu prononces ton incantation. » « Parole de mage, je n'utiliserai pas la magie. Oh, je suis fatigué de fuir. Et le prince m'a donné de belles nausées. Sottise, la parole d'un mage ne vaut rien. Pas après tes petits tours. » Le soldat se retourna vers son frère d'armes et dit « Va chercher le capitaine et dis-lui qu'on a le traître. » Juan ôta son capuchon et leur fit face. Le tireur à l'arbalète s'approcha lentement sans le quitter des yeux, tandis que l'autre lui passait des menottes. Le capitaine arrivait au pas de course, suivi par 3 autres hommes en armure. Sa poitrine émettait des petits sifflements asthmatiques. Il commençait sérieusement à envisager une retraite. Mais en ces temps, point de retraite. Il reprit son souffle et dit « Vas-tu répondre de tes actes cette fois? Ou tu vas jeter un sort et fuir comme un lâche? »« Je ferai ce que vous m'ordonnez, capitaine. Après tout, c'est vous le bras droit de la justice ici-bas. » Le capitaine sentit son torse se bomber d'orgueil. « Je vais te conduire au prince. Il te veut vivant. Et c'est la seule raison pour laquelle tu n'as pas le même sort que Pérez. » Juan repensa au truand qu'il avait lui-même envoyé pourrir sur la grande place. Il fronça les sourcils, un peu dégoûté de lui-même. Le soldat rapprocha son arbalète par peur que le vieux lance une incantation. Mais Juan plongea ses yeux jaunes et ardents dans ceux du tireur et déclara ces mots funestes, empruntés à un sage chinois qui avait croisé sa route. « Ô violent, mort violente !» Tous restèrent de marbre. Les mots venaient de résonner contre les arbres. Ils revinrent par écho et soulevèrent les feuilles mortes au sol. Le capitaine et ses hommes regardèrent autour d'eux, inquiets. Mais voyant que rien ne se produisait et que le vieillard se tenait tranquille, ils l'escortèrent jusqu'aux appartements du prince. « Imbécile !» murmura Hermesinda derrière son arbre. « À vouloir servir le prince, te voilà condamné. Imbécile !» On fit entrer Juan par l'aile nord. Le capitaine le tenait par le bras. Il essayait de ne pas se laisser amadouer par la fébrilité du vieillard. Juan poussait des petits gémissements en gravissant les marches. « Arrêtez ça! Je sais que vous jouez la comédie. »« Vous croyez sans doute que la magie me protège du temps ?
et me prémunit de la vieillesse. Celui qui vous dit le contraire est fou. Celui qui vous vend un remède contre la vieillesse est un charlatan, et celui qui... Taisez-vous et accélérez le pas. Le vieillard obéit. Il sentait ses genoux craquer à chaque marche. Il demanda à faire une pause en milieu de parcours. Il se laissa tomber sur la pierre froide sans attendre de réponse. Un soldat pointait toujours son arbalète sur lui. Il commençait à avoir le bras endolori. « Bon sang, vieillard, vous commencez à m'énerver. Avez-vous oublié à qui vous vous adressez ?» Le vieillard avait pris la voix du prince. L'imitation était si parfaite qu'ils en furent tous impactés. Le capitaine hésita, puis il le releva et l'aida à gravir l'escalier en colimaçon. Ils entrèrent dans une petite salle éclairée par un feu de cheminée. Le prince Silo était là, averti peu avant par un cavalier. « Mon prince, voici le prisonnier. Laissez-nous. »« Mais, mon prince, je ne crois pas que ce soit judicieux. » Le prince Silo se contenta de garder le silence, et tous les soldats se retirèrent. Le capitaine ferma la lourde porte en bois et attendit derrière. Il fit signe à ses hommes pour qu'ils restent sur leur garde. De l'autre côté de la porte, le prince Silo regardait dans le feu une main posée sur le linteau en pierre. « Si j'étais tout à fait moi-même, dit Silo, je te passerais moi-même la corde autour du cou. Mais une petite voix en moi me dit que tu aurais pu me tuer et que tu ne l'as pas fait. J'ai du mal à comprendre tes motivations. Je comprends simplement qu'une partie de toi vit en moi et qu'elle essaye de faire pencher mes décisions du bon côté. Du côté du pauvre, du côté de la veuve et de l'enfant, du côté du juste. » Il prit le soufflet pour raviver le feu. « Mais ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi tu m'as choisi. Pourquoi n'as-tu pas choisi mon père, le roi tout-puissant, Todopoderoso ? Parce que le hasard m'a mis sur votre route, et c'est très bien ainsi. Le roi Ramiro el Cruel a fait son temps. Vous êtes amené à monter sur le trône. Vous pourrez alors faire régner le bien. » « Pas si vite, vieillard. Je ne suis pas celui que vous croyez. Et vous ne connaissez pas mon père, le plus vindicatif et le plus coriace des hommes. » Tout en disant cela, le prince sondait le feu. « Quelque chose me dit que vous complotez, » dit soudain Juan. Le prince détourna la tête sans toutefois lui faire face. « Si c'est le cas, je vous invite à y renoncer. Vous n'attirerez que le mal et la vengeance. » « Non seulement je ne vais pas renoncer à mes plans, mais tu vas m'aider. Tu vas prendre l'apparence et la voix de mon père, comme tu l'as fait avec moi. Puis, au nom de Ramiro, tu organiseras la passation du pouvoir. Tu me feras roi devant toute la cour et devant le peuple. Fais ça pour moi, et tu seras gracié en public. Tu pourras errer comme bon te semble sur mes terres. » On entendit le vent s'engouffrer dans les pierres du château et dans les interstices du vitrail. Le prince Silo fronça les sourcils et se retourna. Le mage n'était plus là. Sur le rebord de la fenêtre, un vieux corbeau au plumage argenté prit son envol en croassant. Juan le corbeau alla se poser maladroitement sur une tourelle du château. De là-haut, il avait vu sur le village, son marché, la route de terre, le bois dépendu, et à l'horizon la vallée. Les forgerons travaillaient jour et nuit pour produire les épées et les armes demandées par le prince Silo, sous les ordres de son père. Les armes récemment forgées formaient des tas dans les granges et les établis. On commençait à manquer de place. Mais Juan ne prêta pas attention à tout ça, tout absorbé qu'il était par la désillusion, le doute et la colère. On pouvait l'entendre grailler, mais personne ne comprenait ce qu'il disait. « Je commence à regretter ma décision, » dit-il en langue corbeau. « Le peu de doute et de bonté que je lui ai inculqué ne tardera pas à disparaître. La cruauté s'emparera totalement de son cœur, et mon petit tour de passe-passe n'aura servi à rien. Le voilà qu'il complote contre son père. Aussi cruel soit son paternel, ce n'est pas bon du tout, pas bon du tout. » Il regarda le ciel. Cruellement silencieux sur la marche à suivre, il eût aimé un signe qui lui dise quoi faire. Il prit son envol et plana jusqu'à la statue d'un ange, en contrebas. Au village, on nettoyait déjà la grande place en vue d'une réception. Un soldat bien droit lisait à haute voix son parchemin. « Ô braves gens de Teruel, le prince Silo et la princesse Blanca des Asturies célébreront demain leur mariage,
Par l'autorité du roi Ramiro et de la reine Berenguela, j'invite chaque habitant à donner 2 écus aux jeunes époux, en témoignage de sa loyauté et de sa générosité d'âme. » Il continua à parler, puis les villageois commencèrent à affluer, sans trop d'entrain. Celles et ceux qui refusaient seraient spoliés et châtiés, si bien que tôt ou tard vous y passiez. Le prince se réjouissait déjà à l'idée de récupérer une partie de son butin, généreusement distribué par Juan el Viejo. Le vieux corbeau eut au fait de se dire qu'il aurait dû écouter Ermesinda. Pire, la peur le prit aux tripes en pensant qu'il avait empiré la situation, qu'il avait donné au prince la confiance de renverser son père pour prendre le trône de la tyrannie familiale. Il secoua la tête pour chasser ses pensées, sans succès, puis vola au-dessus du champ pour gagner la forêt. Là, à l'abri des regards, il reprit forme humaine et dit pour lui-même: « Une alliance va être célébrée. Ce ne peut être que politique. Ramiro va envahir les terres du Nord. Je pourrais prendre le roi à partie, le ligoter, peut-être prendre son apparence et annuler le mariage. Peut-être déclarer haut et fort que la guerre du Nord n'aura pas lieu. »« Non, non, » dit une autre voix en lui. « Impossible. Je suis trop faible. La transformation, si elle prend forme, ne durera pas assez. Et puis le roi aurait au fait d'être libéré et moi d'être démasqué. Et puis si la transformation n'a eu que peu d'effet sur un prince malléable, que dire d'un roi rompu à la cruauté? Non, j'en ai peur. La magie ne peut pas tout. »« Tu te cherches des excuses, » rétorqua-t-il pour lui-même. « Tu peux au moins essayer. »« Non. N'ai-je pas dit à Silo, autour du prince, de lui montrer la voie, mais sans magie cette fois, d'homme à homme? Mon labeur avec lui est terminé. À lui désormais de convaincre son père. Mais tu croyais alors qu'il pourrait changer. Or tu sais à présent qu'il complote. La donne a changé. Non, je devrais prévenir le prince Felipe d'une attaque imminente. Voilà ce que je devrais faire. Non, tu dois d'abord envoûter le roi. Et si ça échoue, il serait toujours temps de prévenir le prince du Nord. Oh mon Dieu, me voilà en train de comploter à mon tour. Tout le monde complote dans la vie. Surtout les bons et les justes. Car il n'est pas de moteur plus puissant que la volonté de faire le bien. Tu le sais. Oh, épargne-moi tes balivernes de prédicateur. Le vieux se rendit compte qu'il parlait seul et se tut. Il prit une grande inspiration et se figea en entendant une branche craquer. Seule la lune éclairait un peu les feuillages. « Qui va là ?»« Oh, décidément, je ne suis pas doué. C'est moi, Ermesinda. »« Que faites-vous » Il tendit sa main et une lumière jaillit de sa paume. « Je vous ai suivi autant que j'ai pu. Puis je vous ai perdu de vue avant de voir ce corbeau au plumage gris qui n'arrêtait pas de grailler. Je me suis dit que c'était vous, et j'avais raison. Que voulez-vous ? Vous mettre en garde. Contre quoi ? Envoûter Ramiro ne servira à rien. » Il l'écouta avec plus d'attention. « J'ai vu ce que vous vous apprêtez à faire. » Juan restait sceptique, mais attentif. « Vous attendez que Ramiro le Cruel soit seul, qu'il ait une soudaine envie d'uriner ses 3 litres de vin et de bière, vous l'assommez, le ligotez et l'enfermez dans une pièce du château laissée à l'abandon. Vous prenez son apparence et redescendez voir les convives. Vous montez votre numéro, comme quoi tout ceci est une épouvantable erreur, que vous regrettez et que vous annulez tout. Ce sur quoi votre femme vous dit que vous êtes soûl et que vous ne savez plus ce que vous dites. Le roi Alfonso s'offense et repart avec sa fille. La reine Berenguela tente de le retenir, lui dit que Ramiro, son mari, a perdu l'esprit. Mais rien à faire. Alfonso repart et l'alliance tombe à l'eau. « Eh bien, soit, Ermesinda. Tout ceci me paraît parfaitement exécuté. Je n'ai pas fini. Affaibli, vous manquez de perdre le contrôle et de révéler votre vrai visage. Mais vous redoublez d'efforts et la transformation perdure jusqu'à la nuit. La reine vous sermonne et vous insulte. Puis vous vous éclipsez enfin en prétextant devoir uriner à nouveau et reprenez votre apparence de vieillard. Pendant ce temps, le roi a repris connaissance. Le mouchoir que vous avez mis dans sa bouche ne suffit pas à le faire taire tout à fait. La reine s'étonne de ne pas le trouver au lit et le fait chercher. On le trouve, on le libère, il raconte tout et fait envoyer des émissaires au plus vite pour rattraper Alfonso. Ce dernier, bon et ignorant la rancune,
veut bien croire à un envoûtement. Le prince Silo témoigne à son tour, et vous voilà doté d'une belle réputation. « Oh, vous avez le don de motiver les gens, vous » s'exclama Juan un peu dépité. « N'y a-t-il pas un meilleur scénario? Et puis d'abord, qui me dit que votre parole est fiable ?» Des loups ne vont pas tarder à hurler au loin. Juan el Viejo pouffa de rire et prêta l'oreille. Rien. Il va falloir faire mieux pour me con... Un loup hurla dans le lointain, suivi d'un autre, puis ce fut toute une meute. Juan fronça les sourcils, impressionné. Je peux vous affirmer qu'il va pleuvoir dans 1 heure, et que le prince mettra votre tête à prix dès l'aube, après une longue nuit de réflexion pour peser le pour et le contre. Il vous sait faible, il le sent, lui, car vous êtes à ce stade encore liés. Il veut profiter de la situation et se défaire de vous, ainsi que de son père, qu'il craint et déteste en même temps. En cet instant, il regarde les flammes de la cheminée se refléter sur la dague ornée d'émeraude. Il s'imagine assassiner son père pendant son sommeil. Mais il s'en sait incapable. Renoncez donc à sauver le prince et le roi. Allez voir le prince du Nord, car vous pouvez encore faire une bonne action. Il vous écoutera, lui, et préparera la contre-offensive dans la vallée de la Luna. La position haute le favorisera. Il remportera la victoire. Juan el Viejo la regarda intensément, les sourcils froncés. « Par tous les mages, vous dites vrai. Oui. Maintenant, partez. » Au petit matin, le prince mit la tête de Juan el Viejo à prix, tel que l'avait prédit Ermesinda. On fit mettre des affiches dans Teruel et aux abords du bois, 20 écus d'or pour celle ou celui qui ramènerait sa tête. La rumeur se propagea si vite que des bandits de grand chemin jetèrent leurs dévolus sur Teruel. D'ordinaire, ils évitaient les terres du jeune tyran, mais cette fois c'était différent. Parmi eux, le frère cadet de Feu Pérez, qui regardait l'affiche. Il convoitait l'or, mais il caressait aussi l'idée de venger son frère. Si je lui rapporte la tête du vieux, le prince sera à portée de main, et je pourrai lui planter mon couteau dans la gorge. Le dessin en disait suffisamment, mais il était incapable de lire le texte ci-dessous. Il se retourna vers ses 2 compagnons, un petit trapu qui parlait sans cesse, mais qui ne savait pas lire non plus, et un grand maigrelet qui se demandait encore comment il en était arrivé à piller, voler et tuer. Lui non plus ne savait pas lire. Ermesinda, non loin, avait décroché une affiche. Elle tenta de s'éloigner discrètement. « Hé, vieille femme, dis-nous ce qu'il y a d'écrit. » Elle contracta sa mâchoire et maudit en silence la branche qu'elle venait de faire craquer. Décidément. Les 3 brigands, Alberto Pérez, Rodrigo Larruin et Guillem el Flaco, la rejoignirent. « Il est dit 20 écus pour celui qui rapportera le vieux vivant. »« 20 écus !» s'exclama Rodrigo le trapu. « On disait 50 écus à Conil. »« Je sais lire, et ce qui est écrit c'est 20 écus. »« On disait aussi qu'il fallait sa tête, » renchérit Alberto incrédule. « Pas son corps en entier, et encore moins vivant. »« Si vous savez ce qui a été écrit, pourquoi me le demander ?» Elle s'éloigna vers la ville de Teruel. « Pourquoi la vieille mentirait ?» dit Guillem qui préférait ramener un homme vivant que décapité. « Ferme-la !» dit Rodrigo. « T'es qu'un blendengue. Tu dis ça parce que t'as pas les cojones de couper des têtes. Taisez-vous, dit Alberto. On va trouver le vieux et on le ramènera vivant. Si des fois on apprend qu'il fallait sa tête, on la coupera sur place. Devant le prince, ça fera son effet. Il nous donnera sûrement quelques écus de plus pour le spectacle. Il est un proverbe de la région qui dit « Nous devenons l'histoire que nous nous racontons ». Eh bien, c'était particulièrement vrai pour ces 3-là. Ils se racontaient des histoires terribles et sanglantes depuis leur plus jeune âge, et au vu de leurs faits d'armes, c'était étonnant de les savoir encore en vie pour raconter ces histoires. « Je suppose qu'on devrait s'y coller, » dit Rodrigo en narguant Guillem. « Toi, tu fermeras les yeux en attendant que ça se passe, hein ?»« Pas de temps à perdre, » dit Alberto. « Faut qu'on trouve une piste. » Ils entendirent un bruit de trompette, sursautèrent et regardèrent aux cieux. Mais ce n'étaient pas les trompettes du jugement dernier, sinon des cavaliers qui annonçaient la venue du roi Alfonso et de sa fille. Dans son carrosse orné de fleurs, Blanca regardait le talus défiler. Elle allait se marier pour son père,
qu'elle aimait plus que tout au monde. Elle le faisait pour lui. En face d'elle, sa marâtre, Gertrudis, qui avait séduit le roi Alfonso peu après la mort de la reine, par intérêt financier, bien qu'elle ait appris à aimer Alfonso II de Asturias. Le roi, lui, somnolait à ses côtés, la tête contre le bois du carrosse. L'une des roues buta contre une pierre, et il se réveilla en sursaut. Il enleva le filet de bave du coin de sa bouche, déposa un baiser sur la joue joufflue de sa femme et adressa à sa fille un sourire bienveillant. Blanca lui sourit en retour. Elle repensait à ce qu'il lui avait dit l'avant-veille. « Mieux vaut être du côté des cruels, ma fille. Cette alliance nous garantit paix et tranquillité d'esprit. » Blanca, qu'on disait candide, car taciturne et docile, traînait avec elle un fond de culpabilité. Sa mère était morte pour lui donner la vie. Et depuis, Blanca culpabilisait de vivre et d'avoir ôté à son père son amour de jeunesse. Pourtant, le roi Alfonso, bon de nature, n'avait jamais eu pour sa fille la moindre rancœur. Il posa une main sur son genou et chercha son regard. « Ma fille, nous approchons de Teruel. Mets un peu de rouge sur tes joues. » Le sourire narquois, sa marâtre lui tendit un peu de poudre. Blanca obéit. Tous les paysans s'arrêtèrent de travailler sur leur passage. Appuyés sur leurs bêches, ils regardèrent passer les carrosses. L'un d'eux, Luis le niais, salua en riant. Sa mère voulut lui dire d'arrêter, mais la princesse Blanca le salua en retour. Bientôt ils arrivèrent sur la grande place, récemment lavée. On voyait encore de l'écume entre deux pavés. On avait mis des fleurs devant les maisons les plus proches, et près des étals où reposaient des pichets de bière, de vin et d'eau, les cernes du chef cuisinier étaient dues à sa nuit blanche. Passés à cuisiner des tourtes et des tortillas, les joueurs de buisine soufflèrent en chœur, et l'un d'eux prit la parole. « Sa Majesté le roi Alfonso II des Asturies, son épouse Gertrudis et la princesse Blanca. » Il s'inclina et tous l'imitèrent. La reine Berenguela inclina la tête, elle semblait contente. Ramiro n'avait Dieu que pour son futur allié. Il mit une main sur son cœur et s'inclina en le voyant descendre les 3 marches du carrosse. Gertrudis fit fi du protocole et prit les devants. « Merci pour votre accueil, noble seigneur. » Elle fit sa révérence et s'écarta pour laisser passer le roi Alfonso. Il baisa la main de la reine et ouvrit ses bras devant Ramiro, en signe d'amitié. Ramiro le cruel le serra fort dans ses bras, puis voulut lui servir à boire. Mais la reine Berenguela le retint par la manche et désigna du menton la princesse Blanca, qui attendait près du carrosse les mains jointes devant elle et prise de timidité. « Mon prince, » dit Alfonso à Silo, « ma fille Blanca. » Le prince Silo n'avait nullement envie d'un mariage arrangé. Il appréhendait et tentait de penser à autre chose. Il avait un plan en tête. Mais il se réveilla un peu en voyant combien elle était belle. Elle s'approcha, et son sourire éclatant finit de le détendre. Oh, il n'osa pas sourire à son tour, lui qui avait les dents jaunes et les gencives érodées. Mais il prit sa main, s'inclina respectueusement et dit « Vous devez avoir soif, noble dame. Voudriez-vous quelque chose à boire ?» Elle rétracta un peu ses lèvres et accepta. Ramiro, tout excité, fit claquer ses doigts pour réveiller les domestiques. « Buvons pour nos enfants, » dit la reine Berenguela pour décrisper un peu tout le monde, « et buvons pour nos projets. » ajouta Ramiro en servant lui-même Alfonso. Et tous commencèrent à boire et manger devant la foule en murmure. Le cuisinier et ses équipes avaient dressé le banquet dans la plus grande salle du château. La voûte en pierre s'élevait à 20 mètres au-dessus du sol. 4 lustres imposants éclairaient une table en bois massif, et tant de mets et de plats qu'on avait à peine la place pour les assiettes et les couverts. Il y avait du poulet braisé, du fromage semi-curado, des fruits, du gigot d'agneau, des pommes au four, du salmorejo, du pain toasté au feu de bois, du pâté en croûte, et là, une immense laitue saupoudrée de champignons et de copeaux de carottes. Le roi Ramiro était déjà ivre. Le roi Alfonso peinait à le suivre. Gertrudis, elle, tentait vainement de faire ami-ami avec la reine Berenguela, qui n'avait Dieu que pour les jeunes époux qui restaient muets. Le prince Silo paraissait ruminer quelque chose. La princesse se servait et mangeait en silence. Heureusement pour elle, son voisin de table, El Duque d'Albuquerque, était bavard et d'humeur joyeuse. Tout d'un coup, le prince Silo se leva au milieu du repas,
fit une révérence sommaire à qui voulait bien le regarder et regagna ses appartements. Sa mère alla le voir, toqua à sa porte. « Silo, tu te sens bien? Laisse-moi, mère. J'ai besoin de dormir. » Elle n'insista pas et revint près de ses convives. « Mon fils a l'estomac fragile, princesse. Mais il répondra de ses obligations. Je vous resserre à boire ?» Et il en fut ainsi. Au petit matin, on réveilla le prince, on l'habilla, et sa mère vint le conduire sur le parvis de l'église. Ils attendirent. Depuis l'une des tours, on entendait frapper à la porte. « Blanca, ouvre cette porte, je t'en conjure !» La princesse sanglotait à l'intérieur. Le prince Silo, lui, pensait à sa dot. Un château, des terres, des serviteurs et de l'argent. Il offrirait un cadeau de mariage à la princesse en échange de sa virginité. Elle quitterait la demeure du père pour venir vivre avec lui. La simple idée de dormir à ses côtés donnait à la princesse des nausées. Le roi Alfonso commença à s'arracher les cheveux, puis fit signe à 2 soldats de défoncer la porte. Des domestiques s'engouffrèrent dans la foulée pour nettoyer la princesse et l'habiller. Le roi n'eut pas le courage de voir sa fille dans cet état. Il alla demander au roi Ramiro et ses proches de bien vouloir excuser le retard de sa fille. « Pardonnez ma fille, noble Ramiro. Elle est tout émue, mais elle ne tardera pas. » Et contre toute attente, Ramiro posa une main amicale sur son épaule. « C'est bien normal, dit-il. Le jour où j'ai dû épouser ma femme, j'ai vomi par 3 fois avant d'arriver devant le prêtre. » Un rictus déforma le visage du prince Silo. La mère, elle, s'éloigna pour mieux se contenir. Elle avait appris à aimer son mari, mais elle avait toujours envie de le baffer tôt ou tard. Enfin, on vit sortir la princesse, si belle malgré sa mine attristée. Elle faisait son possible pour se dresser et sourire. Une domestique essayait de faire tenir correctement la couronne de fleurs. Le roi Alfonso la rejoignit pour lui donner le bras, et tous entrèrent en silence. Il y avait là un homme vêtu d'une chasuble, Rodrigo, qui renonça jadis à sa fiancée, Sarah, le jour où Silo jeta son dévolu sur elle, si bien qu'il fit vœu de chasteté pour soigner son cœur, et sans doute un peu pour sauver sa peau. À ses côtés, un enfant, le bâtard de Silo. Rodrigo prit une grande inspiration et adressa au prince et à la princesse son plus beau sourire. Il prononça une messe, donna sa bénédiction, et le mariage eut lieu comme prévu. Silo, gêné, embrassa Blanca, docile. Au sortir de l'église, les domestiques lancèrent des pétales de rose en l'air. Des curieux regardaient à distance. La reine Berenguela dut calmer son mari tant il était excité. C'est tout juste s'il n'eût pas dégainé son épée pour la faire aiguiser. « Va donc prendre cette cruche et servir le roi Alfonso, » lui dit-elle pour canaliser son émotion. Il obéit. La princesse Blanca demanda à Silo, son nouveau mari, de bien vouloir l'excuser. Elle avait besoin des lieux d'aisance. Elle disparut au détour d'une tourelle et alla pleurer à l'abri des regards. Hermesinda en profita. Elle sortit de la foule des villageois pour aller la voir. La princesse sursauta et la dévisagea, les yeux larmoyants et rouges de tristesse. « Qui êtes-vous » ?»« Hermesinda, celle qui lit l'avenir. »« Allez-vous-en. »« Pas si vite, ma petite. Je viens en ami t'avertir d'un terrible présage. Ton père partira bientôt pour la guerre, et il mourra au combat. » La princesse releva la tête et vit la vieille s'éloigner pour disparaître à la faveur d'une ruelle. D'abord incrédule, la princesse Blanca sentit la peur la gagner. Elle rejoignit les autres, voulut dire à son père de renoncer à ses projets belliqueux, mais elle préféra se dire que la vieille disait n'importe quoi. Elle se rassura par le déni et pensa de nouveau à ses affaires. Le soir venu, il lui faudrait coucher avec le prince. Elle alla se servir une coupe de vin remplie à bord et but goulûment. Malgré la promenade aux abords du bois et les efforts du prince pour paraître cordiale et digne d'un attouchement, elle appréhendait. Aussi tentait-elle de penser à autre chose. Elle repensa alors au sort funeste prédit par Hermesinda. Elle alterna ainsi entre 2 pensées et finit par se dire que sa mère aurait mieux fait de ne pas la mettre au monde. Contre toute attente, le prince la prit par la main et l'attira à l'écart du groupe. Le roi Ramiro les vit s'éloigner et dit à son invité « Je crois que nos tourtereaux ont besoin d'intimité. » Gertrudis sourit aimablement et tira sur la manche de son époux pour qu'il fasse de même. Comment avait-il pu donner sa fille à un tel homme?
Ils se maudissaient en silence. Le prince Silo tenta de l'embrasser sur la bouche, mais elle l'esquiva et il se rabattit sur son cou. Elle le repoussa ensuite gentiment. « Ne précipitez rien, mon prince, et laissez à vos charmes le temps d'opérer en moi. » Elle le prit par la main pour revenir près du groupe. Il renonça à son étreinte et réfréna comme il put ses élans. « Allez-y, dit-il, je vous rejoins. » La princesse le laissa. Il avait besoin de faire redescendre le feu intérieur et la bosse qui bombait son pantalon. Mais au creux du lit, le soir venu, la princesse dut se résoudre à lui donner satisfaction. Elle tenta de penser à autre chose, en espérant que ce ne soit pas trop long. Et le prince s'endormit presque aussitôt après le coït, et elle souffla enfin. « Quelle journée !» pensait-elle. « Espérons qu'elles ne seront pas toutes aussi longues. » Et au beau milieu de la nuit, alors qu'elle commençait à s'endormir, elle repensa à Hermésinda. Elle se leva, s'habilla et décrocha la torche encore vive pour descendre à l'étage. On pouvait entendre sa marâtre ronfler au bout du couloir. Elle passa une tête par la porte en bois et ne vit pas son père. Elle le chercha dans les couloirs froids et obscurs et finit par le trouver dans la salle de réception. 2 domestiques lui tenaient compagnie près du feu. « Père, vous ne pouvez pas dormir ?»« Ma fille, dit-il en souriant. Ma petite fille. Toi non plus, tu ne peux pas fermer l'œil. Silo ronfle trop fort, c'est ça ? Non, je... » Le roi remercia les domestiques qui s'éloignèrent. « Oh, père, dit-elle en se jetant à ses pieds. Renoncez à la guerre, je vous en supplie. » Il la releva et prit son visage entre ses mains bouffies. « Tu te fais du souci pour moi, n'est-ce pas ? N'allez pas au front, ou vous y resterez. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je ne fais que conduire les hommes, tu sais. Je resterai en retrait. J'ai envie d'être grand-père. J'ai envie de voir tes enfants grandir. Et puis, mon coup d'épée n'est plus ce qu'il était. Ce sont les braves qui iront belligérer. Et je serai bientôt de retour, tu verras. » Blanca posa sa tête contre son torse. Elle avait envie d'y croire. Elle le croyait en un sens. Sans les paroles de la vieille, elle lui aurait fait totalement confiance. Le père ramena sa fille jusqu'à sa chambre. Alfonso et sa cour repartirent préparer les troupes. Ramiro dit au roi, à son fils et à sa femme. Il alla lui aussi réunir autant d'hommes que possible. Le prince Silo, épaulé par sa mère, promit à son père 5000 soldats. Ce à quoi Ramiro avait dit « J'en veux 7000 ». L'assaut était prévu pour la semaine suivante. Les 3 armées devaient se rejoindre dans la vallée de la Luna. Le prince Silo demanda donc au capitaine de placarder des affiches. Tous les hommes en état de porter une épée devaient se présenter dans 2 jours sur la grande place pour un départ imminent. Mais il fallait enrôler tant de braves gens que le prince lui-même s'attela à la tâche. Il alla d'un village à un autre, à cheval, accompagné de sa mère, elle-même bonne cavalière. Elle restait en retrait et l'observait avec une certaine fierté. Encore qu'il était hésitant. À chaque fois qu'il annonçait la nouvelle, on pouvait voir le visage d'une mère ou d'un père se décomposer. Parfois, il emportait 2 enfants par foyer. Il avait l'impression d'être la mort en personne. Il alla jusqu'à la dernière chaumière du village de Sepulveda et sentit le courage l'abandonner. Il fit un signe à son capitaine qui descendit de selle pour frapper à la porte. Une jeune femme ouvrit, un pot de crème entre les bras. « Je parle au nom du prince Silo, ici présent. » La femme inclina la tête en guise de respect. « Sur ordre du prince, tous les hommes en état de combattre doivent se rendre à Terwil. Dans 2 jours, à midi, sur la grande place. » Un jeune homme vint voir ce qui se passait. Il devait avoir 16 ans. Son torse commençait tout juste à se bomber. Il avait l'air si innocent. Il prit le pot de crème des mains de sa mère et le posa sur la table en bois. Il revint la soutenir. Elle ne trouvait pas les mots. Elle se contentait d'implorer en silence le prince qui regardait ailleurs. « Ne t'inquiète pas, maman. C'est un honneur de servir le prince. » Son chagrin n'en fut que plus grand. Le capitaine adressa un sourire complice aux soldats fraîchement enrôlés. Avant la guerre, ce drame universel, il y a tous les drames qui précèdent. Celui du parent qui voit partir son enfant. Oui, le prince était bien la mort incarnée. Il détourna un peu plus le regard et frappa son cheval des talons pour qu'il s'éloigne. Le prince Silo fut pris d'un frisson. Le jour du départ, il était impossible de se frayer un chemin sans toucher un bouclier ou frôler une épée.
Les paysans et les hommes aptes au combat tentèrent de former des rangs. En vain. Ça murmurait, ça parlait. La plupart avaient peur. Quelques-uns étaient contents. Un peu de piment dans leur vie morne. Mais bon nombre regretteraient bientôt leur entrain. Tous se disaient tôt ou tard qu'ils n'avaient pas le choix. Que c'était ça ou la potence pour trahison. La princesse Blanca observait les troupes depuis sa tour. Ils formaient une masse compacte, inexpérimentée et indisciplinée. « Silence !» criait le capitaine monté sur un tonneau. De proche en proche, la foule se tut. « Nous partons pour le nord. 3 jours de marche. Formez une file 3 par 3. » Il sauta à terre pour prendre 2 soldats et les mettre côte à côte. Il en prit un 3e et leur dit d'attendre un peu plus loin. Il fit de même avec les suivants. Un vieux et 2 jeunes rejoignirent les 3 premiers et ainsi de suite. « Allez-y. » Il demanda à 2 de ses cavaliers de mettre la file en marche et réussit ainsi à désengorger la place. « La file est en formation, mon prince. »« Combien sont-ils ?»« 3518, mon prince. » Silo contracta sa mâchoire. Il était loin du compte. « Pas le temps d'en enrôler plus, » dit-il. « Nous devons partir. Faites en sorte qu'ils ne meurent pas en chemin. La route est tortueuse, dangereuse aux abords de la montagne. Donnez-leur des lainages et prenez de quoi embraser des feux. Dressez mon étendard et faites sonner le corps de guerre. » Le prince releva la tête et salua la princesse. Elle leva la main en retour. Elle les vit s'éloigner pour disparaître dans les bois. Le capitaine fermait la marche. Elle attendit qu'il pénètre dans le bois pour courir se changer. Elle enfila des chaussons chauds et une peau de bête à capuchon. Elle portait une dague ornée d'émeraudes à sa ceinture. Le cadeau de mariage du prince Silo. On frappa à sa porte. « Princesse Blanca, je viens vous tenir compagnie. »« Un instant, reine Berenguela. » La princesse se changea en vitesse. La reine attendit derrière la porte. 1 minute, 2 minutes. « Princesse Blanca ? Princesse Blanca ?» La porte s'ouvrit en grand. « J'ai pensé qu'une promenade nous changerait les idées, qu'en dites-vous ? » C'est une excellente idée. Blanca dut remettre ses projets à plus tard. Elle contint sa frustration toute la journée, fut cordiale avec la reine-mère et sa marâtre, restée elle aussi sur place, puis monta sur son cheval dans les dernières lueurs du jour. Philippe le Grand attendait blotti contre un rocher. Juan el Viejo était à ses côtés. Il avait dit vrai. Ramiro et Alfonso étaient là, en contrebas dans la vallée. Au loin, sur les cimes, on pouvait voir du mouvement. Silo et ses hommes venaient d'arriver. Exténués, les hommes courbaient l'échine et s'appuyaient sur leurs boucliers. De la fumée sortait de leur bouche en chœur et trahissait leur présence. Philippe le Grand ajusta sa lunette pour être sûr que c'était Silo. Il leva une main et ses archers se tinrent prêts, cachés derrière un fourré, un talus ou une roche. Juan el Viejo avait le regard tourné en lui-même. Il savait que son information et l'embuscade auraient un prix. Au pied du mont, Ramiro vit son fils. « Silo, mon fils !» cria-t-il. « Je savais que tu viendrais !» La voix parvint jusqu'au prince par écho, mais son regard se porta sur le flanc opposé. Il les vit, les flèches s'élever lentement, pour retomber à pleine vitesse sur les armées de son père, distrait. Des centaines de flèches retombèrent en même temps. Certaines se plantèrent dans le sol, d'autres dans un casque ou un bouclier, mais la salve meurtrière fit son œuvre. Gosier, jambes, bras, nuque, dos, elles se logeaient profondément et ne laissaient que peu de chance aux malheureux qu'elles avaient choisis. « On nous attaque !» s'écria un soldat en voyant son voisin retomber face contre terre, une flèche en travers de la gorge. Le corps retentit. « En formation serrée !» ordonna Ramiro. Mais son cheval se cabra et il tomba au sol lourdement. « Bouclier !» cria Alfonso. « Chargez !» À peine eut-il donné ses ordres qu'une flèche ricocha contre l'encolure en métal de son cheval, qui partit au galop et faucha une dizaine de soldats au passage. Un désastre. Le roi parvint à reprendre le contrôle de son destrier et ordonna aux uns et aux autres de le suivre. Son cheval apeuré fonçait au-devant du danger. Ramiro se releva, le bras droit cassé. « Sonnez la charge !
Suivez Alfonso !» Il prit part à l'attaque comme il put, porté par son devoir. Tous les hommes suivirent le mouvement général. Des hordes de 10 à 20 hommes tentaient l'ascension de la pente, raide et jonchée de rochers. Philippe le Grand ordonna une énième salve, puis s'écria « Maintenant !» Par groupe de 10, les soldats du Nord poussèrent de gros rochers, tandis que des hommes martelaient la base amincie. Les premières roches se désolidarisèrent de leur socle, elles roulèrent lentement, puis avec une vitesse prodigieuse. L'une d'elles rebondit contre le sol incliné et projeta ses débris tranchants et massifs. L'un des éclats vint percuter Alfonso au torse avec une telle force qu'il fut projeté 20 mètres plus bas. On décrocha la dernière roche de son socle, puis le roi Philippe dégaina son épée et ordonna l'assaut final. Juan el Viejo, lui, tentait de deviner les intentions du prince Silo, toujours perché sur les hauteurs. « Mon prince, » dit le capitaine avec insistance, « quels sont vos ordres? Doit-on attaquer de front ?»« Non, capitaine, nous sommes en sous-nombre, et le terrain ne nous favorise point. Mais, mon prince, ils sont en train de massacrer nos troupes. Il faut secourir votre père. » Le prince Silo regarda ses hommes. Que des paysans, pour la plupart trop vieux ou trop jeunes, ou simplement terrorisés. « Non, je n'enverrai pas mon peuple à la boucherie, » dit soudain le prince, ce qui causa un émoi prodigieux dans la foule. Le capitaine interloqué ne sut quoi répondre. Son devoir l'obligeait à obéir au prince. À 500 mètres de là, la princesse Blanca observait la lunette, à plat ventre, au bord du précipice. Elle tremblait et peinait à voir. Mais elle aurait juré avoir vu son père tomber de son cheval. Elle dirigea sa longue vue vers Silo. Il restait stoïque. Il a comploté avec le prince du Nord, pensait-elle. Elle porta sa longue vue en contrebas et déglutit à la vue d'un homme sans tête, décapité par un soldat du Nord. Les hommes d'Alfonso, du moins ce qu'il en restait, tentaient de former une ligne de défense. Ramiro, lui, était au sol, inerte. Les hommes tentaient encore de protéger son corps, peut-être en vie, mais beaucoup commencèrent à battre en retraite. Les soldats du Nord étaient plus entraînés, moins fatigués. Ils avançaient en rang serré, frappaient à l'unisson, puis reprenaient leur formation héritée des Romains. Les pertes de Ramiro et d'Alfonso furent telles qu'on sonna la retraite. On vit alors des hommes ramper, boiter ou courir vers la rivière qui serpentait dans la vallée et se perdait dans les bois. « Doit-on poursuivre les fuyards ?» demanda un archer au prince Philippe. « Non. Amenez-moi mon cheval. Nous allons voir le prince Silo. Allez chercher les corps des rois Alfonso et Ramiro. » Juan el Viejo suivit la délégation et le roi du Nord. Ils chevauchèrent tous vers la cime et prirent le chemin le plus rapide pour rejoindre le prince Silo. « Vous ne devriez pas y aller en personne, » dit l'archer qui devait être le capitaine. « Silo pourrait tenter de vous tuer. »« Allons, allons, » dit Philippe amusé. « J'ai un mage pour assurer ma protection. » Juan el Viejo en fut tout à la fois honoré et plein d'appréhension. Silo les vit arriver au loin. « Le mage, » pensa Silo en pointant sa longue vue sur eux. Il a averti le roi Philippe. « Quels sont vos ordres, mon prince? Laissez-les venir. Nous allons discuter. » Le capitaine garda sa main sur son épée, prêt à dégainer. Il fit un signe de tête à ses soldats, histoire qu'ils restent sur leur garde. Le prince Philippe, devenu roi, arriva le premier, la main levée en guise de respect. Juan et les autres cavaliers restèrent en trait. « Je devrais vous féliciter pour la victoire, » dit Silo. « Oh, c'est un peu la vôtre aussi, » rétorqua Philippe. Mais le prince Silo n'y vit pas une offense. Un attelage derrière eux approchait. Le prince y vit 2 corps étendus. Il reconnut bientôt son père, les yeux révulsés et le haut du crâne en sang. Le roi Alfonso avait le teint livide, mais il respirait encore. Ses jambes étaient broyées. Un médecin lui tenait la main. « Vous devez la victoire à ce traître, » dit soudain Silo en pointant Juan el Viejo du doigt. « Une trahison qui fait bien votre affaire, car vous voilà roi des 2 Castilles, » dit Juan pour sa défense, tandis que les rois déchus passaient à ses côtés. Le cocher tira sur les rênes et les mulets s'immobilisèrent près du prince Silo. Blanca s'était déplacée pour mieux voir, tout en gardant ses distances. Elle voulut rejoindre son père, mais elle se retint. Le prince Silo venait de poser un pied à terre. Il constata que son père était bien mort, et un soulagement prodigieux souleva sa poitrine. Il ferma les yeux. Son père tyrannique était mort.
Il rouvrit les yeux en entendant le souffle asthmatique du roi Alfonso, qui le regardait du coin de l'œil et semblait l'implorer. Au soulagement succéda la pitié. Il releva la tête vers le médecin. Ce dernier secoua lentement la tête de gauche à droite. Le prince Silo déglutit, prit une inspiration et dégaina sa dague. Philippe laissa faire. Tous restèrent attentifs aux derniers instants du roi des Asturies. Silo posa une main sur la joue du roi, puis planta sa dague avec aplomb dans son cœur. Le mourant rendit son dernier souffle, libéré de ses souffrances. Depuis sa cachette, Blanca lâcha sa lunette et vacilla. Elle manqua de tomber en arrière, mais parvint à rejoindre son cheval attaché à un tronc. Une main sur la bouche, elle pleura dans la tiédeur des bois. Que venait-elle de voir? Son époux ne venait-il pas d'assassiner son père devant une assemblée de complices? Elle monta sur son cheval et s'enfuit au galop, la vue floutée et le cœur brisé. « Ce mage, dit Philippe à Silo, a jeté son dévolu sur vous. Il s'est mis en tête de faire de vous un prince éclairé et juste, car il croit ainsi pouvoir mieux servir le peuple. Nous avons fait un pacte. En échange d'une information stratégique qui sauverait mes hommes et mon royaume, je devais promettre d'épargner votre vie, quoi qu'il en coûte. En somme de dire à mes soldats et archers de vous désarçonner sans vous faire de mal. Juan el Viejo, ici présent, avait bon espoir que vous refusiez le combat. Et il avait raison. En refusant de participer à ce massacre, vous m'avez rendu la tâche facile, et vous voilà roi de vos terres, de celles de votre père, et ce jusqu'au royaume des Asturies, auquel vous pouvez prétendre. Vous êtes plus puissant que jamais, roi Silo. Juan el Viejo ne quittait pas Silo du regard. Il essayait de lire ses intentions cachées, ses désirs enfouis. Vous avez le pouvoir d'apporter paix et richesse à votre peuple, ajouta Philippe tout en prenant le rouleau que lui tendait Juan. Voici un traité de paix, rédigé et signé par mes soins. Silo prit le document, enroulé à l'aide d'une cordelette. Juan el Viejo est désormais sous ma protection. Ce traité n'a de valeur que si sa vie est épargnée. Vous avez mis sa tête à prix, et voilà la région infestée de brigands et de mercenaires. Retirez vos affiches, et faites savoir çà et là que Juan el Viejo est aussi sous votre protection. Faites cela, signez le traité, et j'ouvrirai une route commerciale entre nos deux royaumes. J'enverrai mes médecins et mes savants venus d'Orient. Vous aurez du blé toute l'année et des marchandises dont vous ignorez l'existence. Je ferai construire des aqueducs, je serai votre allié, je défendrai vos frontières des barbares. Ensemble nous instaurerons la paix à perte de vue. Vous serez acclamés et bien aimés. Vous vivrez fort longtemps et verrez vos enfants et petits-enfants grandir. Vous passerez à la postérité comme Silo le juste ou Silo le bon. Le prince Silo, devenu roi, semblait y réfléchir. Les souvenirs d'enfance lui revenaient en cet instant. Il abaissa les paupières de son père et dit « J'examinerai votre traité et je vous ferai savoir ma décision. » Il adressa un regard respectueux au roi Philippe et fit un geste pour annoncer le départ. Le capitaine fit une révérence et ordonna au soldat le plus proche de prendre les rênes de l'attelage funéraire. Philippe le Grand les regardait s'éloigner par le chemin de terre. Il attendit qu'il soit assez éloigné. « Croyez-vous qu'il signera ?»« Je n'en sais rien, » dit Juan. « Mais je connais quelqu'un qui peut le savoir. » « Tant qu'il n'a pas signé, votre tête est mise à prix. Vous devriez être escorté. »« Non, bon roi. Votre garde rapprochée ne ferait que me ralentir. Vous avez besoin de tous vos hommes pour brûler les corps et soigner ceux qui peuvent l'être. J'irai seul. » Et sur ces mots, le mage se transforma en corbeau et prit son envol.